Bonjour à tous, merci d'être là dans cette fin de journée. Voilà, on va essayer de discuter, enfin de parler du craftsmanship pour le front. Donc c'est un sujet un peu vague et un peu grand, mais on va essayer de défricher ça aujourd'hui ensemble. Donc tout d'abord je me présente, Christophe Malabeuf, du coup je suis consultant chez Octo depuis un peu plus d'un an. Donc je fais du conseil, du delivery et puis un peu d'audit, des formations, enfin un peu plein de choses chez Octo. Je suis dans la tribu Webfront, donc on est organisé en tribu chez Octo. Donc voilà, on a pas mal de pôles de compétences, donc on essaie de se mettre chacun là où on a envie d'aller. Euh, donc j'ai fait mes études à Rouen pour l'histoire, donc je suis assez content d'être là aujourd'hui. Donc voilà. Euh, alors, pour commencer, qu'est-ce que le software craftsmanship? Euh, donc je vais prendre une citation de Mark Andreessen. Le logiciel est en train de dévorer le monde. On voit du logiciel partout aujourd'hui, dans nos téléphones, dans nos télés, dans nos voitures. Y a- donc aujourd'hui, on est obligé de faire de la qualité. Enfin, on va être obligé de faire de la qualité un peu partout. On peut plus juste se permettre de faire du logiciel comme ça dans son garage. Donc voilà. Euh, donc petite faute. Donc en 2009, il y a eu le Manifest Software Craftsmanship qui est sorti, donc qui est une extension en fait de l'extreme programming et de l'agilité un peu. Et donc il y a quelques principes, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de valeur. Pas seulement les individus et leur interaction, mais aussi une communauté de professionnels. Euh, Pas seulement la collaboration avec les clients, mais aussi des partenariats plus productifs. Donc voilà. Euh, Pourquoi la qualité est non négociable? Tout d'abord parce que si on fait pas de qualité, rapidement on va voir on va avoir des problèmes avec des coûts financiers qui vont augmenter. Donc des évolutions qui vont être de plus en plus chères à produire. Des clients qui peuvent être insatisfaits, donc ça va commencer à être compliqué. On peut avoir aussi un coût humain. Potentiellement des développeurs qui vont se démotiver assez rapidement, une ambiance pas terrible dans l'équipe, et souvent, un peu trop souvent même, les meilleurs développeurs qui s'en vont et qui démissionnent. Un autre point aussi, c'est le coût stratégique, des difficultés à répondre au time to market. Donc aujourd'hui, on peut plus se passer de ça. Et une perte de confiance potentielle dans la marque. Si on est en train de construire un logiciel où on base toute notre business là-dessus, on peut plus dire je fais pas de qualité, advienne que pourra, ça c'est pas possible. Donc c'est un peu pompeux, les bénéfices de l'excellence logicielle. Donc des gains financiers, des coûts de développement et d'évolution maîtrisés, 75% finissent dans les délais prévus, 12% sont en avance. Euh, les délais, les développeurs sont plus productifs. Euh, donc il y a aussi un bénéfice humain, un meilleur moral des équipes, des talents qui sont attirés. Donc forcément, si vous commencez à construire de la valeur, à avoir des communautés de pratique, des, comment dire, des gens qui viennent talker par exemple, ou des gens qui ont envie de partager leur savoir-faire, ça va être beaucoup plus facile de les faire venir et de faire venir des talents. Donc il y a aussi des bénéfices stratégiques forcément. Donc des risques d'échec et de retard qui sont fortement diminués. Et le but final, c'est des clients satisfaits. Donc qu'est-ce que la qualité? Donc on va essayer de définir la qualité avec un ensemble de critères. Euh, donc on peut commencer avec la robustesse donc, d'un produit. On va avoir la lisibilité, donc ça c'est plus pour tout ce qui est code. Donc essayer forcément de garder une lisibilité dans le code. Donc c'est bien d'écrire du code le plus court possible par exemple, ou ce genre de truc, mais si le petit copain derrière développeur il est plus capable de lire le code, ça c'est pas hyper intéressant. L'évolutivité, donc ça aussi c'est un des critères de qualité, c'est-à-dire que si à chaque fois qu'on doit ajouter une fonctionnalité, on passe une semaine à comprendre ce que le mec a fait avant et qu'on n'est pas capable de le faire rapidement, c'est aussi un problème. Donc la performance, ça aussi c'est important. Donc les tests, ça on va en parler après. La sécurité, ça aussi, on n'en parlera pas dans ce talk, mais ça commence à être important en tout cas aujourd'hui.
et le design. Donc là, donc c'est des choses que on peut activer nous en tant que développeurs, en tant qu'équipe, et au niveau du management aussi, on peut activer ce genre de choses. Donc pour nos projets front, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire du craftsmanship sur notre projet? Donc je vais vous parler un peu de la pyramide des tests. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est assez connu. Donc on a deux composantes, enfin trois composantes. Donc on a à gauche le temps d'exécution et le coût. Donc on va avoir, plus on monte dans la pyramide, plus c'est des tests qui vont avoir un temps d'exécution élevé et un coût élevé. Et de l'autre côté, donc, on va avoir une autre composante qui est la quantité de tests et l'investissement du développeur. Donc on voit en fait qu'un test unitaire, globalement, ça coûte rien à faire et ça prend pas de temps à exécuter. Et du coup, il y a un grand intérêt à les faire et avoir une grosse base de tests unitaires. Pour les tests d'intégration, voilà, c'est descendre en gros. Plus on monte, plus c'est des tests qui vont être un peu longs à écrire, mais donc on va se focus sur toute la partie business et essayer de tester tout ce qui a le plus de valeur en fait dans notre application front. Pardon. Donc focus sur le TDD. Donc j'imagine que vous savez un peu ce que c'est le TDD, donc le Test Driven Development. Donc là une petite image en fait pour illustrer ce que c'est en fait, pourquoi on essaie de faire du TDD en tout cas, c'est parce que globalement si on détecte les erreurs le plus tôt possible, on arrivera à les résoudre. Et surtout, on va éviter de soulever un énorme loup au dernier moment et dire là maintenant, ça va coûter beaucoup plus cher à résoudre. Donc ça, c'est un des buts. Donc un des principes du test-driven development, c'est de dire du red-green refactor. Donc le concept, c'est qu'on écrit un test qui passe au rouge. Donc on n'écrit pas l'emblème. Ensuite, on fait passer un test, on écrit le minimum pour faire passer le test au vert. Et après, on refactor. Donc potentiellement, on réécrit la fonction, on supprime du code, on essaie d'être le plus kiss possible. Et après, on recommence. Et on ajoute de la valeur, on ajoute des fonctionnalités au fur et à mesure comme ça. Donc là, un petit tour de ce qu'on peut trouver dans les tests unitaires sur le marché aujourd'hui pour toutes nos applications front. Donc un test unitaire, oui, globalement, c'est pour tester soit des classes, soit des fonctions, et souvent petites, avec un petit scope, des petites fonctionnalités. Donc là, sur le marché, aujourd'hui, on a du Mocha Chai sinon, qui est un peu vieux maintenant, mais qui marche toujours bien. On a du Jest, un petit nouveau qui est plutôt sympa, et surtout qui est très performant, qui est vraiment rapide, donc ça à privilégier aujourd'hui. Et le couple Jasmine Karma qui est un peu partout, on le retrouve sur Angular. Voilà. Donc ça c'est un peu l'état des lieux d'aujourd'hui. Donc la balance, c'est-à-dire que aujourd'hui les tests unitaires, ça c'est rapide à mettre en place. C'est simple et rapide à mettre en place. Ça détecte les bugs assez rapidement. Le côté négatif, c'est que potentiellement, si vous faites du legacy et si vous voulez mettre du test unitaire sur du legacy, ça va être compliqué. Donc, c'est pas forcément une bonne approche. Donc, ouais, pour reprendre, c'est le premier niveau de la pyramide, donc ça doit être en nombre important. Les tests d'intégration. Donc, aujourd'hui, on a tous des frameworks plutôt orientés composants. Donc, dans test d'intégration, moi, j'entends tout ce qui va être communication et intégration entre plusieurs composants. Donc là, pareil, c'est les mêmes outils en fait qu'on utilise. Donc c'est pareil, c'est toujours facile et rapide à mettre en place. Donc toujours pareil, ça peut être compliqué à mettre en place sur des projets existants. Et donc voilà, on n'est pas obligé d'en trouver. Le mieux c'est d'en avoir sur les composants, mais on les trouvera moins nombreux que les tests unitaires. Donc les tests end-to-end. Donc ça permet de vérifier on va dire le comportement attendu sur une fonctionnalité. Aujourd'hui, on a Test Café, Nightwatch et Cypress qui font très bien le boulot.
Bon, Nightwatch, il y a quelques paquets dépréciés, ne serait-ce que, enfin, pour faire du Cucumber par exemple, c'est pas terrible. Vaudrait mieux partir sur du test café. Cypress, si on veut tester sur des navigateurs comme IE, c'est pas trop supporté, donc vaut mieux éviter de faire ça. On a du test café qui est là pour ça, mais qu'il faut brancher avec du browser stack ou des trucs comme ça, je reviendrai après dessus. Donc ça, c'est relativement lent comme test. Donc c'est vraiment pour tester des fonctionnalités un peu critiques de votre site, on va dire, ou de votre application front. Par contre, ça peut être un très bon début pour tester tout ce qui est code legacy. Donc si vous arrivez sur une application un peu, voilà, vous savez pas ce qui se passe dessous, où il n'y a pas de test unitaire, pas de test d'intégration. Par contre, ça peut être une bonne stratégie de mettre des tests end-to-end. Vous pilotez vos tests du coup avec des scripts. Et au moins, vous aurez un petit filet de sécurité. Si vous cassez des fonctionnalités, au moins, avec ça, vous pourrez vous assurer que vous pétez pas trop les trucs. Ou au moins que si ça casse, vous le verrez. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a parlé des tests, il va falloir piloter tout ça en fait. Donc j'imagine que tout le monde sait ce que c'est un package.json. Donc on le retrouve à peu près, enfin, même partout dans tous nos projets front. Donc on a les scripts en fait qui nous permettent de faire ça. Donc là c'est un exemple que j'ai sur mon application en ce moment, là, là où je suis en ce moment. Donc vous voyez en fait qu'on pilote, on pilote tout en fait avec nos scripts. Donc aussi bien le lintage que le start de tous les serveurs, que tous les tests et même les tests end-to-end. Donc voilà, on pilote vraiment tout avec ça. Donc une fois qu'on a mis en place des choses pour piloter un peu nos tests et être un peu autonome là-dessus, une première étape vers l'automatisation et on va dire l'automatisation, c'est de mettre des git hooks pour commencer. Donc le git hook, le concept, c'est de dire si on lance un test ou on lance un script, s'il s'exécute bien, on va pouvoir pousser notre code sur notre gestionnaire de version. Et si dans le cas contraire, du coup, on pousse pas et la personne devra modifier et relancer ses tests pour recommitter. Donc là, un petit exemple, ça c'est un outil très pratique qu'on utilise sur notre projet, qui s'appelle Precommit. C'est un package NPM, donc assez sympa. Et là, on peut voir du coup que nous, on s'en sert pour le lint et le test. Donc on lance ça systématiquement sur sur notre projet à chaque commit. Ok. Donc là, un petit exemple. Bon, j'ai fait un petit commit hello empty, c'est pas bien. Donc là, on voit qu'on lance nos tests, notre lintage. Je vais en profiter pour boire. Voilà. Ensuite, ça lance les tests. Et voilà. Donc j'ai arrêté un peu avant la fin. Donc une bonne pratique aussi pour tout ce qui est projet front aujourd'hui, c'est de mettre en place des standards de code avec ESLint. Donc j'ai pas parlé des autres JSLint et compagnie parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ESLint la référence. Donc voilà. C'est assez facile à mettre en place. On a la conf pour à peu près tous les projets qui existent, que ce soit Vue, Angular, React. On a des profils qui existent déjà comme Airbnb, bon, qui est un peu violent, mais voilà, qui est sympa à mettre. Au moins, on se pose pas de questions. Et un autre truc, c'est que c'est facilement adaptable et extensible. On peut ajouter toutes les règles qu'on veut au fur et à mesure. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, essayez de faire le mieux, c'est de s'entendre avec l'équipe. Vous discutez de vos douleurs, vous voyez ensemble et ajoutez, soyez kiss, essayez de rajouter de la valeur et ajouter des règles au fur et à mesure. Soyez pas forcément un peu nazi dès le départ, ça sert à rien. Donc là maintenant c'est sympa, on a réussi à lancer nos tests, on a réussi à faire nos commits, on a réussi à faire notre lintage, tout ça. Mais le but c'est de faire un peu, d'industrialiser tout ça. Hop. Donc qu'est-ce qu'une usine de développement? Donc c'est ce qu'on appelle couramment du continuous intégration.
Donc là, on voit trois étapes. Donc on a notre développeur qui va aller pousser du code sur son gestionnaire de version. Donc notre UDD, elle est là pour automatiser un certain nombre de choses. Donc l'avantage, c'est on va piloter tout ça avec nos scripts NPM. Donc là, le but, c'est à la fin, avec notre UDD, c'est d'être capable de sortir nos tests unitaires, nos tests d'intégration, nos tests fonctionnels, potentiellement déployer des applications derrière, générer de la doc, enfin tout, voilà. Le but, c'est d'automatiser un maximum de choses. Tout ce que vous faites en local sur votre bécane, il faut que ça soit reproductible sur l'UDD. Donc voilà, ça c'est l'étape un peu après. Ça peut être contraignant, mais c'est vital en fait pour un projet et pour assurer la qualité tout au long du projet. Donc on a pas mal de produits qui existent sur le marché. On a du CircleCI, GitLab, avec le GitLab CI, Travis CI, Jenkins, que j'ai utilisé mais qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que font CircleCI, GitLab et Travis. Et AWS Code Pipeline, bon ça c'est les principaux, je pense qu'il y en a d'autres qui existent. Hein. Mais donc moi mes préférés c'est CircleCI, GitLab CI et Travis CI parce qu'on peut mettre on peut mettre du Docker. Et potentiellement, ouais, c'est assez facile de les scripter. On peut avoir du NPM vraiment rapidement, donc voilà. Ça s'écrit très facilement. Là, je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est un petit exemple de GitLab CI. Donc l'idée avec ça, c'est de dire voilà, on va utiliser une version de Node globale pour toute la CI. Donc on récupère une image. Ensuite, donc on déclare deux stages. On dit voilà, on aura un stage d'install, un stage de test. Ensuite, on décrit ce qui va se passer dans l'install. Et dans le stage de test, moi là je vais dire bah tu me lances le lint et ensuite tu me lances le test. Donc voilà. Et si un des deux échoue, voilà, le commit passera pas et on aura un build qui failed sur GitLab. Donc ouais, un des autres trucs, donc, là j'ai pas d'exemple, mais c'est privilégier l'exécution parallèle des tests. La plupart le permettent, GitLab en priorité. Mais en gros, ils proposent tous des pipelines et des jobs. Donc privilégier vraiment un maximum la parallélisation de tout ça pour éviter que vous ayez une pipeline qui dure 20 minutes. Du coup, un feedback qui est vraiment pas efficace et potentiellement des développeurs qui n'ont pas envie de pousser. Et donc voilà, c'est vraiment pas le but. Donc il faut essayer d'optimiser tout ça. Donc là, un exemple de pipeline qui tourne là, sur mon projet. Donc on a forcément donc la partie installation, on va installer tous les paquets. Ensuite, on a la partie test. Donc là, on lance tout en parallèle. Donc si on a un seul qui fail, de toute façon, on ne pourra pas passer à l'étape d'après. Ensuite, on a le déploiement sur Heroku. Donc ça, je vous montrerai après. Et après, on a le build, et après, c'est du déploiement sur des environnements de recettes et compagnie. Donc, aller plus loin dans la qualité. Donc, monitorer et suivre le code coverage. On ne peut piloter que ce que l'on mesure. Donc aujourd'hui, ouais, on a quelques outils qui nous permettent de faire du code coverage. Et donc l'idée en fait là-dedans, c'est de savoir potentiellement combien de pourcentage de code est couvert dans notre application, ou de savoir si, oui, en gros c'est ça, ouais, c'est savoir combien de pourcentage de code est couvert par notre application. Donc avec ces outils, que ce soit Istanbul ou SonarCube, c'est assez facilement intégrable dans la CI. CodeCov, c'est pareil, c'est facilement intégrable, sauf que c'est du SaaS, donc faut payer. Donc à vous de voir si vous avez envie de payer. Donc il y a un petit exemple de code coverage généré par Istanbul. Donc voilà. Ouais.
Donc un des trucs qu'on peut piloter et qu'on peut essayer de mettre en place sur un projet avec ça, c'est de dire si on descend en dessous, par exemple, d'un certain pourcentage de code coverage, bah, on dit non, le commit passe pas et la personne doit réécrire des tests. Et ça peut être une bonne pratique, c'est un peu nazi comme truc, mais potentiellement. Voilà. Donc on est toujours dans le web, donc un truc intéressant, c'est aussi de mesurer les performances de son application. Donc aujourd'hui, on fait des SPA. Elles deviennent de plus en plus grosses. On a du mal à gérer un peu. Voilà, elles font de plus en plus de choses. Et on a du mal à se rendre compte que dans le monde, il n'y a pas que des connexions 4G et des connexions en fibre. Donc ça, il faut faire attention aussi, hein, parce que la taille des projets ou la taille des applications, c'est important. Donc on a des petits outils comme Lighthouse qui nous permettent de traquer ça. Donc on va aller vérifier le temps de chargement, la taille de bundle. Donc là, j'ai mis un petit nota bene aussi sur la taille des scripts sur JavaScript. Pour rappeler que 100 kilooctets de JavaScript, c'est pas égal à 100 kilooctets de JPEG. Donc c'est juste pour dire que globalement, 100 kilooctets de JavaScript, derrière, il va falloir que ça soit transpilé par la machine Chrome et derrière exécuté. Et forcément, c'est un peu plus lourd. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de détails. Donc ça aussi, c'est facilement intégrable dans une CI. Ça vous fait des rapports, donc n'hésitez pas. Donc là, c'est un rapport d'audit, par exemple, que j'ai fait sur le site d'Octo, qui est pas très bon d'ailleurs. Sur les PWA, par exemple, on voit il est vraiment pas performant. Et du coup, sur le SEO, ouais, on voit qu'il y a des trucs à améliorer. Et voilà. Donc c'est important si vous avez des sites de e-commerce, si vous avez un blog, si vous avez voilà, des sites, il faut vraiment traquer ce genre de trucs et essayer de le découvrir au plus tôt et pouvoir le suivre. Ou en tout cas, si vous le mettez en place et que vous voyez que vous n'avez pas forcément des bonnes perfs, vous allez au moins être capable de le savoir et mettre des choses en place pour le régler. Donc ouais, vu qu'on est dans du web, on a quand même pas mal de composantes qu'on peut tester et qu'on peut améliorer, on va dire. Voilà. J'ai mis quelques trucs aussi qu'on peut automatiser et qu'on pourrait imaginer. Donc voilà. C'est l'accessibilité, la validation W3C, le ranking Google, la compatibilité WPA. Donc ça, on l'a vu qu'avec Lighthouse, ça marche, on peut le faire. Voilà. Donc on est toujours dans du web. Je vous en ai parlé tout à l'heure de Test Café. Donc un truc qui est vraiment intéressant avec ça, c'est d'être capable de tester sur du multi-browser. Donc avec Test Café, c'est payant par contre. On est capable de tester sur du Firefox, sur du IE, sur du Chrome. On est capable de tester sur différentes versions de ces browsers-là. On est capable de tester aussi sur du Windows, on peut tester sur du mobile, sur de l'iPhone. Enfin, on peut vraiment tester sur un maximum de trucs. Et voilà, vu que c'est avec Test Café, ça on peut l'automatiser dans notre CI, donc c'est vraiment important. Enfin, c'est vraiment primordial, en tout cas si vous avez de la visibilité sur votre site. N'hésitez pas à faire ce genre de test. Ça peut être un peu coûteux, ça peut prendre du temps, mais au moins pour tout ce qui est, on va dire, chemin critique, tout ce qui est, par exemple, login, votre page d'accueil, ce genre de trucs, tout ce qui est un peu business, n'hésitez pas à investir du temps et à mettre ça en place. Donc ouais, une bonne pratique aussi pour la qualité, pour s'assurer un peu de la qualité de nos projets, c'est de disposer d'un environnement de recettes dédié pour nos applications. Donc l'idée en fait là derrière, c'est de compartimenter, c'est-à-dire que dès qu'on crée une feature, on crée un environnement dédié pour ça. Donc c'est un environnement qui sera indépendant et jetable. Ouais, pas d'effet, ça marche sur ma machine. Ça un peu trop entendu par tout le monde et moi-même, je l'ai pratiqué un peu trop souvent. Euh, ouais, ça aussi, alors la recette peut se faire en asynchrone avec le PO. Ça c'est cool, si on n'est pas forcément dans la même pièce ou si vous faites du remote ou ce genre de trucs. Ça peut vraiment être cool. Donc on a pas mal d'outils qui nous permettent de faire ça.
On a GitLab couplé avec Kubernetes qui offre ce genre de configuration. On peut faire du review app. AWS Lambda, ça aussi on peut mettre ça en place pour faire des review app. Ou le plus simple et qui est assez rapide à mettre en place, c'est du Heroku. Avec les build packs, c'est assez rapide. J'ai pas d'exemple à vous montrer parce que c'est un peu trop perso. Enfin, c'est sur un projet avec un client, donc je pouvais pas vous montrer. Mais c'est assez rapide, il y a plein d'exemples sur le net, donc n'hésitez pas. Donc un autre élément qui pour moi est important en fait pour s'assurer de la qualité et surtout de la qualité de l'équipe de dev, c'est l'environnement de développement. Donc potentiellement, si vous avez onboardé quelqu'un par exemple, ça peut être compliqué en fait d'installer tout sur sa bécane, d'avoir différentes versions de logiciels, ce genre de trucs. Et pour éviter ça, aujourd'hui maintenant on a Docker et merci. Il nous sauve la vie tous les jours, donc c'est vraiment pratique. On a du coup des montées de versions qui peuvent être beaucoup moins douloureuses. On a juste à pouler les dernières images qu'on a fait et globalement voilà, ça va se faire assez facilement. Un autre avantage aussi, c'est si vous avez un setup d'application compliqué, si vous avez un back, un front, potentiellement forcément une BDD, si vous avez d'autres services managés à côté, voilà. Si avec Docker Compose vous montez tout d'un coup, vous vous posez pas de questions. Donc ça c'est vraiment cool. Donc petit focus oui aussi sur bien choisir son IDE et le maîtriser. Donc comme tout, enfin pour être un bon crafter, un bon craftsmanship, il faut des bons outils. Donc là je vous ai mis un peu, c'est très subjectif comme liste. Il y a Sublime Text, VS Code, ça c'est un peu les trois derniers que j'ai utilisés respectivement dans cet ordre. Donc voilà. L'idée en fait derrière tout ça, c'est de gagner en productivité, d'être capable de changer rapidement d'environnement. C'est-à-dire si vous devez bosser en pair ou en mob programming avec votre copain, enfin votre développeur à côté de vous, ça sera beaucoup plus simple si vous avez le même setup, le même environnement. Donc voilà. Et ça, ouais, c'est un petite note sur Slack. Nous, on s'en sert beaucoup pour notifier en fait tout ce qui se passe un peu sur le projet. Donc dès qu'on a un environnement déployé, on s'en sert. S'il y a un build ACI qui pète, tout le monde est notifié. Donc voilà, on évite comment dire, de laisser ça dans un coin et on essaie vraiment d'être au cœur du truc. Par exemple, c'est pareil, s'il y a une PR, donc une pull request qui est ouverte, on essaie on notifie ça et on vérifie. Comme ça, on peut aller faire la code review de notre copain. Donc voilà. Donc la mise en place d'une pratique. Tous des craftsmen. Donc ouais, le craftsmanship, c'est avant tout une culture. Donc ouais, la qualité est l'affaire de tous. On peut pas, il n'y a pas juste un développeur par exemple qui va faire de la qualité, ou vous pouvez pas avoir juste une personne dédiée à ça. Il faut que tout le monde le fasse. Et il y a des pratiques qui se font assez communes. Donc la review de code par exemple. Donc soit en synchrone, soit en asynchrone. Donc le principe c'est de dire voilà, on relit le code ensemble. On va challenger le code, vérifier pourquoi la personne a fait ça, vérifier que le code fonctionne potentiellement, vérifier si on peut pas l'améliorer aussi. Voilà. Et c'est un moyen pour faire monter potentiellement en compétence, par exemple des jeunes développeurs, la review. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Du pair et du mob programming, ça c'est très bien. Enfin, nous on pousse vraiment ça sur mon projet. Dès qu'on a des gros chantiers tech et des grosses features impactantes, on fait du mob programming pour éviter en fait soit des effets tunnels, soit des effets où justement en review de code on va se taper pas mal de retours parce que les gens comprennent pas pourquoi on a fait ça et comment on a fait ça. Donc l'idée c'est si on se met tous ensemble, on sera beaucoup plus efficient à résoudre nos problèmes. Donc les principes solides aussi, le clean code, donc qui peut quand même marcher pour le front. En JS, on peut faire du clean code, ça arrive. Et ouais, la culture du feedback aussi. Donc n'hésitez pas, voilà,
à donner vos ressentis à vos collègues et à vos développeurs. Donc favoriser la culture craftsmanship, c'est aussi et surtout du partage. Donc ça vient surtout d'Octo en fait. J'ai découvert un peu ça en venant chez Octo. Et j'ai envie de vous partager ça un peu. Donc, n'hésitez pas à organiser à des meet-up. Donc chez nous, on organise aussi des BBL. Donc le concept, c'est de dire, on se réunit le midi autour d'un sujet, on discute, et voilà. Donc on ramène juste à manger. Il y a quelqu'un qui a préparé un truc et on en parle pendant 1 heure. Participer à des conférences, voilà, ça c'est fait. Partagez, lisez des articles, des livres avec des collègues. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas et soyez curieux. Et oui, alors la qualité pour la qualité n'a pas beaucoup d'intérêt. La qualité au service d'un produit ou d'un service a plus de sens. Donc voilà. Soyez toujours pragmatique. Ajoutez de la qualité quand vous en avez besoin. Tout ce que je vous ai montré là aujourd'hui, c'est bien. Dans un monde parfait où vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de temps, vous pouvez mettre tout ça en place. Mais le but, c'est surtout de faire au fur et à mesure et d'essayer de construire la qualité au fur et à mesure. Et surtout, quand vous en avez besoin. Pensez pas à la qualité parfaite dès le début, quoi. Ça, vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre du temps, de l'énergie. Donc, et voilà. Et restez simple. Voilà. Bon, vous avez des questions? Je vais laisser la petite. Bon, j'ai été rapide. J'étais un peu rapide. Allô? Tu nous parlais tout à l'heure d'un processus qui était lancé à chaque fois qu'on fait un commit qui permet de lancer les tests. Ouais. Mais est-ce que c'est pas contre-productif puisque justement quand tu es au cours d'une feature, tu vas faire plein de commits et parfois tu fais un commit mais tu n'as pas du tout fini et donc il y a certains tests qui vont logiquement ne pas passer. Est-ce que ça pousse pas les développeurs du coup à faire moins de commits, à attendre vraiment d'avoir fini la feature et voilà. Ouais, ça dépend. Moi, je sais que personnellement, je skip beaucoup les tests. C'est pas bien. Mais l'idée, c'est surtout avant de pousser, en fait. Si tu commits et tu pousses, là, tu lances les tests, parce que du coup, ça t'évite que la CI, elle se lance et pour rien. Parce que si moi, par exemple, on lance le linter en premier, et du coup, si tu as déjà une erreur de lint, ça sert à rien d'essayer de passer tes tests, en fait. Donc l'idée, c'est ça. Après, oui, si tu es un committer fou, tu fais des amends à chaque fois, oui, globalement, ça va être compliqué, mais voilà, c'est surtout avant le push. Là, il y a pré-commit, mais normalement, on peut le mettre que sur le push, en fait. Donc, voilà, parce que tu n'as pas parlé des pull requests ici, mais j'imagine que vous en avez. Et ouais. effectivement, nous, on était basé uniquement sur les pull requests, donc sur tous les push, ça peut être intéressant, mais ouais, pas sur tous les commits, du coup. Non, pas forcément. Après, tout dépend des développeurs, et ça dépend vraiment de l'équipe. Ouais. Okay, merci. De rien. Une autre question? Tout à l'heure, tu parlais de pair programming et de mob programming. C'est quoi le deuxième? Alors, mob programming, c'est plus de 2 en fait. En gros, c'est dès que t'es plus de 2, quoi. Ou plus, je sais pas. Mélanie? Non. Je sais pas. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de se mettre. Si t'as 8 développeurs dans ton équipe, tu prends les 8 et tu les mets dans un bureau avec du café et un écran et c'est parti, quoi. Et je crois que l'idée aussi, c'est que tu fais tourner le clavier toutes les 5 minutes. Par contre, tu connais pas du tout le mob programming. Ah oui. Le but, en fait, c'est tu le fais en mode Pomodoro. Tu prends. Nous, on fait 5 ou 10 minutes, ça dépend. Et il y en a toujours il y en a qu'un qui code et c'est tous les autres en fait qui lui disent qu'est-ce qu'il doit faire. Donc du coup, l'idée là-dedans, c'est toujours de partager un maximum le code et d'avoir un consensus pendant la phase de code, en fait. D'autres questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, on peut applaudir. Merci.